BTV 3 Infos Plus. Rien que la vérité. Nous allons faire un focus sur ce qui est en cours du côté du ministère de la formation professionnelle avec le ministre Marc Ekila qui nous parlera de différentes initiatives en cours, mais aussi des différents tours qu'il effectue dans les différents camps qui abritent les familles et tout ce qui est prévu dans le pipeline, dans le cadre des filières de formation pour nous assurer que non seulement que nous avons bien pris ou que nous prenons bien en charge les questions liées aux personnes qui nous protègent, celles qui ont fait le choix de mourir pour la patrie, mais aussi nous assurer que leurs familles respectives sont en mesure de produire et eux aussi à leur manière de contribuer à la construction collective. Monsieur le ministre Marc Ekila, bonsoir. Bonsoir. C'est pas la première fois justement que vous venez dans le cadre de cet exercice d'irrédévabilité, mais ici nous sommes dans le cadre de la campagne congolais Téléma et dans cet ordre, dans la suite des instructions du président de la République et de la première ministre, vous vous déployez particulièrement dans les camps militaires. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste, le travail que vous avez commencé, les objectifs assignés, mais aussi le degré de réceptivité par les familles ciblées dans le cadre de cette campagne spécifique qui est menée dans les secteurs de la formation professionnelle? Merci beaucoup, chers collègues. Je voulais d'abord saluer tous les amis de la presse qui sont là. Et comme vous l'avez déjà si bien dit à l'entame de vos propos, que nous sommes dans la suite des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ne pas le citer, et de la Première ministre dans le cadre des décisions du Conseil des ministres. Et vous vous souviendrez que le chef de l'État a instruit aux membres du gouvernement de pouvoir non seulement, comme vous l'avez déjà dit, mais je rappelle quand même, non seulement s'occuper des conditions de vie des militaires eux-mêmes, mais aussi des dépendants des militaires. Et nous avons pensé dans le cadre du ministère de la formation professionnelle intégrer l'aspect de la formation, des formations, des sessions de formation gratuite des femmes et des enfants des militaires dans le cadre de vastes programmes de formation gratuite lancés par mon ministère. Et à ces sujets-là, nous avons déjà eu 2 vagues. La première vague, nous l'avons lancée déjà le 15 février. Nous avons lancé des sessions de formation gratuites dans le cadre du programme global du gouvernement. Nous avons lancé en faveur de 5 000 apprenants. Et dans ces quotas de 5 000 apprenants, nous avons eu à réserver 1 500 pour les dépendants des militaires, enfants et femmes, tout ça. Et aussi, nous avons lancé une autre campagne spécifique cette fois-là, dédiée essentiellement aux enfants ou aux dépendants des militaires, si vous voulez. Et cette fois-là, ça va concerner, ça sera 3 phases, ça sera 5 phases plutôt, de 2000, 2000, 2000, 2000. Donc, dans une échéance assez brève, nous comptons atteindre 10 000 enfants des militaires qui seront bénéficiaires de formations gratuites, des sessions gratuites, des formations professionnelles. Et vous l'avez déjà dit d'ailleurs, nous avons déjà commencé à effectuer les descentes. Et je voudrais ici préciser, Excellence Patrick, et vous étiez avec moi d'ailleurs au Conseil, et le deuxième aspect, ou le deuxième prisme de ces sessions de formation gratuites consistant à descendre dans les camps militaires pour trouver, identifier des sites pour les centres à réhabiliter ou à construire, est une instruction vraiment bénie directement de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et dans la ville de Kinshasa, je suis d'ailleurs heureux de l'annoncer, après avoir identifié 23 camps dans la ville de Kinshasa, nous nous sommes mis d'accord pour commencer d'abord dans les jours qui suivent, dans les 2-3 semaines qui vont suivre, commencer les travaux dans 3 camps militaires, à savoir les camps Kabila, les camps Kokolo, et puis les camps Tchatch où j'ai effectué les tournées il y a 48 heures. Voilà un peu ce que je peux dire rapidement dans un premier temps. Dans un premier temps, mais est-ce que ça va s'arrêter qu'à Kinshasa? Non, ça ne va pas s'arrêter à Kinshasa. Donc Kinshasa est considéré comme une phase pilote justement. Donc nous allons déployer nos équipes en province, mais on va me poser la question, mais en province ça va se passer comment? Mais justement, les ministères est représenté en province. Nous avons des PROVED, nous avons des IPP qui sont là. Donc et aussi nous avons
dans les provinces où il y a des camps militaires. Vous savez, nous avons des camps militaires. Et le travail a déjà commencé avec la plus haute hiérarchie. Et j'ai même bénéficié, l'occasion pour moi d'ailleurs, de remercier le 2 VPM, le VPM en charge de l'intérieur, son Excellence Jacques Chabani-Louko, et aussi le VPM à la Défense, Madame Vita, qui nous accompagne et qui nous accorde vraiment leur accompagnement et ont instruit tous les responsables des camps et le service chargé d'éducation civique au niveau des camps militaires qu'on appelle généralement les SECAS, avec qui nous sommes déjà en étroite collaboration pour l'identification de tous ces centres-là. Donc, bref, Kinshasa, c'est la phase pilote et nous allons dans les jours qui suivent étendre. Mais je voulais quand même déjà, dans une sorte d'anticipation, pour dire qu'au moment où nous parlons, on n'est plus dans la projection, on est vraiment dans l'effectivité. Dans le premier lot, jusqu'au moment où je parle, je peux mettre cette liste à la disposition de la presse pour gagner le temps. Mais du moins, c'est que je puis dire qu'au moment où nous parlons, il y a des formations gratuites en faveur des enfants de militaires qui ont déjà commencé. Et je peux donner la liste et je vais laisser. Mais à titre indicatif, je peux déjà signaler, par exemple, si je prends le centre de formation, je vais donner même les adresses et les numéros des responsables. Parce que chez nous... Vous allez nous épargner Merci beaucoup. Des numéros, mais je crois que c'est important parce que tout à l'heure, je parlais justement de la question du degré des réceptivités, comment ces enfants de militaires et des policiers ont accueilli cette initiative. Mais vous pouvez imaginer, déjà les sessions de formation sont gratuites et aussi la difficulté, ce n'est pas un secret, la difficulté d'accéder à des formations de qualité au regard des coûts, au regard du taux de chômage. Nous connaissons les camps militaires. Aujourd'hui, on a tendance à présenter les enfants des militaires comme les enfants qui sont des turbulents, les enfants qui sont dans des registres qui ne sont pas assez recommandés. Bref, ils font un gros lot de désœuvrés. Et aujourd'hui, quand nous avons annoncé cette activité-là, je vous assure, chers amis de la presse et Excellence Patrick, et nous attendons, hier même, nous avons été accompagnés, je ne sais pas s'il est dans la salle là, nous avons bénéficié de l'accompagnement des présidents des enfants de police, parce qu'ils sont organisés, finalement, ils ont les structures qui les encadrent. Il y a les enfants des militaires qui sont conduits par une brillante dame, je ne sais pas si elle est là. Et puis aussi, il y a les enfants des policiers qui sont conduits par un brillant garçon, qui sont en train. J'ai même été surpris de voir qu'eux-mêmes, ils ont commencé la campagne aujourd'hui parce qu'ils m'ont fait suivre les images qui sont passées aujourd'hui sur la RTNC, sur une tranche de télévision. Ils sont passés eux-mêmes déjà pour annoncer, ce qui fait voir tout l'intérêt que cette couche de la population apporte. Mais au-delà de tout cela, et ça renforce finalement le système de formation de notre pays parce que vous savez, mon ministère aujourd'hui est en train de se livrer à une démarche qui consiste vraiment à valoriser le métier, à démontrer que ce n'est plus une affaire de récupération des gens. Moi, j'étais étonné quand je me suis retrouvé dans les camps avec des préjugés que nous avons toujours de considérer que les enfants des militaires sont des gens qui n'ont pas étudié ou des policiers. Mais moi, j'ai trouvé les enfants bien éduqués, bien formés, peut-être en cours de formation, ils n'ont pas pu arriver à terme. Mais bien, ces formations-là viennent vraiment, et ça a été vraiment accueilli par même le maman, même les femmes, les épouses des militaires qui sont regroupées dans les associations des enfants et des épouses des militaires comme ça. Donc ils ont vraiment accueilli la formation et les attentes sont même allées au-delà. Parce que nous avons projeté essentiellement pour les enfants d'abord, mais il y a aussi ce besoin de formation aussi pour les mamans parce qu'ils nous ont laissé entendre, et les enfants aussi nous ont laissé entendre qu'il n'y a personne qui peut aimer les militaires plus qu'eux-mêmes. Parce que c'est d'abord leurs maris et leurs parents. Et donc, ils nous ont fait comprendre cela. Donc, la réceptivité, je vous assure, chers amis de la presse, c'est au-delà des attentes. Donc, l'occasion pour moi de féliciter tout le gouvernement pour avoir soutenu cette activité-là et surtout particulièrement le président de la République pour avoir encore donné une instruction de plus consistant à réhabiliter dans les trois camps militaires déjà identifiés dans un premier temps à Kinshasa pour commencer l'opération de réhabilitation et de construction. Et j'ai dit que ce n'est pas des histoires, ce sont des choses vraies. De toute façon, je crois qu'il y aura des images, ou s'il y a déjà des images que nous voyons. Ici, l'idée, c'est de rappeler que pour le président de la République, la priorité en cette période, c'est aussi de regarder le moral
élémentale de nos militaires, de ceux qui s'engagent au péril de leur vie pour nous protéger. Et l'action qui est faite justement rentre aussi dans ces cadres-là pour être sûr que nous avons fait comme État tout ce qu'il faut faire pour que nos soldats, nos officiers ainsi que nos policiers puissent être bien tranquilles lorsqu'ils sont engagés au front, parce que justement leurs familles respectives sont aussi prises en charge en termes de formation, surtout pour les jeunes. On va commencer alors la série des questions avec Monsieur Patrick Lacoué. Excellence, merci pour la parole. Monsieur le ministre Ekila, 9 mois après votre nomination à la tête de ce ministère, pensez-vous avoir les moyens de votre politique? Puisque vous avez amorcé plusieurs réformes, mais sans unité génératrice de revenus dans votre secteur, pensez-vous avoir suffisamment de moyens pour mettre en place et exécuter votre politique? Dans le domaine de formation professionnelle, il y a cet aspect important, la certification. Pensez-vous arriver à mettre en place une procédure de certification de toutes ces formations que vous mettez en place? Et par rapport au sujet que vous abordez, avez-vous eu l'adhésion de ces enfants militaires? Merci. Mais je crois que c'était la dernière partie de la question où il a parlé justement de cet accompagnement. Peut-être que vous parlez de Madame Christelle Kakouba, je pense. Ouais, des policiers qui accompagnent justement l'initiative qui rentre dans le cadre justement de la réponse sociale qu'on apporte aux enfants de militaires dans leurs différents camps respectifs. Mais bon, le ministre aura peut-être des éléments à rajouter sur ce qui a déjà été dit. Monsieur le ministre, allez-y pour vos questions. Je vais demander à Monsieur Patrick Isso d'avancer parce qu'il posera la prochaine question. Voilà, Patrick, merci. Je vois que vous suivez de près ce qui se passe au ministère de la Formation, tant mieux pour nous. Vous avez dit 9 mois après, oui, je dois être franc avec vous, j'ai trouvé un ministère qui souffrait d'une malformation congénitale. Je voudrais m'expliquer, c'est-à-dire que le ministère est issu du démembrement du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et tout le personnel a migré vers la formation professionnelle. Alors, les habitudes ont fait qu'au lieu de mettre en place un ministère de la formation professionnelle, comme le veut le chef de l'État et le gouvernement, les transfuges personnels ont plutôt implémenté un ministère de l'EPSP bis. Ça a été vraiment la malformation congénitale. Et voilà, ça a vraiment créé ça a plombé le décollage du ministère. Mais bien voilà, en 9 mois, nous avons pu faire ce que nous pouvons faire. D'abord, il faut recentrer les ministères. Et recentrer les ministères, nous avons fait beaucoup de réformes. Je ne sais pas si je dois les citer tous ici. Beaucoup de réformes. Mais le plus important, c'est en relation d'ailleurs avec votre prochaine question. C'est le cadre organique qui organise le ministère. La formation professionnelle, c'est la norme. La formation professionnelle, c'est les programmes. La formation professionnelle, c'est la certification. Malheureusement, tous ces outils-là faisaient défaut. Et nous avons fait un effort de mettre en place les apprêts de tous ces outils-là. Au moment où nous parlons, nous avons, par exemple, le cadre organique qui est en révisitation. Nous avons la politique nationale de la formation professionnelle qui est presque là. Et nous avons récemment pris les arrêtés pour tenter d'organiser, pour vraiment effectivement organiser les cycles de formation. La difficulté que nous avions là-bas, c'est que tout s'imbriquait. Donc on n'arrivait pas à faire les distinguos, centre d'apprentissage, centre de formation, académie, institut. Donc nous avons pris un arrêté pour organiser tout ça. Nous avons pris également un arrêté pour doter les ministères, pour finalement avoir cette formation professionnelle-là, élaborer les normes, les référentiels. C'est ce travail que nous sommes en train de faire.
Et effectivement, il y avait un problème de financement. Le ministère n'avait pas de moyens. Et récemment, nous avons présenté un dossier. Je remercie tous les collègues du gouvernement qui ont compris la pertinence du dossier que nous avons présenté. Maintenant, nous allons mettre en place une commission qui va démarrer incessamment, justement, qui va réfléchir, va prendre beaucoup d'entités susceptibles de dégager une quantité dans leurs revenus pour dégager, reverser dans la formation professionnelle, parce que dans la volonté du président de la République, de la troisième réunion du Conseil des ministres, il nous a instruit de réfléchir sur la gratuité de la formation. Et nous pensons que passer par là, ce sera un début de réponse. Donc voilà. Et pour la certification, je crois l'avoir dit, nous sommes en train de faire la révisitation du cadre organique, justement pour insérer une direction de certification et qu'on va faire avec la FEC, oui, la FEC, avec qui nous allons signer bientôt un protocole d'accord pour régler ces questions-là. Et s'agissant de j'allais aussi dire le profil des formateurs, hein, c'est aussi un grand problème que j'ai trouvé au niveau du ministère. Nous sommes en train d'y travailler. Aujourd'hui, j'ai eu une très longue réunion, depuis des 2 heures avec c'est la 1e réunion que j'ai pu tenir pour que nous soyons en mesure de régler ces questions-là. Et l'adhésion, le ministre de la Communication a dit, l'adhésion est plus au-delà de nos attentes. Au-delà de nos attentes, j'ai dit tout à l'heure, je bénéficie déjà de l'accompagnement, hormis le chef de l'État lui-même au plus haut niveau du gouvernement. J'ai cité le ministre, le VPM Défense et le VPM Intérieur. Et pour ceux qui vont voir les images, je suis passé au camp Kabila, j'ai été reçu par le numéro 1 du camp. Et au camp Kokolo, j'ai été reçu par le CFMG adjoint chargé de l'administration et logistique et qui m'a mis en charge du général chargé de service d'éducation au niveau de la formation militaire. Et la même situation, nous l'avons trouvée. Il y a d'autres camps qui continuent de nous appeler et qui disent « mais vous êtes passé chez les autres et vous n'êtes pas venu, pourquoi ?» Et même aujourd'hui, j'ai reçu encore d'autres. Maintenant, il y a des corporations, au nom des libertés d'association, il y a des corporations maintenant qui se créent. Et j'ai même déjà reçu des listes qui sont déjà en attente d'affectation. Je pense que l'adhésion, elle est totale, elle est massive. Et moi, je vais vous demander plutôt, par contre, de relayer l'information, de faire voir à nos frères qui sont au front qu'au niveau du gouvernement en général et particulièrement au niveau du ministère de la formation professionnelle, il y a une politique justement qui est prise en place, qui est mise pour tant soit peu alléger leurs charges quotidiennes et aussi booster le moral de ceux qui sont au front pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Voilà un peu ce que je peux te dire de manière ramassée. Si tu as besoin de beaucoup de réformes, on va en parler dans le couloir parce qu'il y en a tellement que voilà ce que je peux ramasser. Ben, de toute façon, le sujet de la formation professionnelle est un sujet pour lequel nous tous, nous devons véritablement nous approprier parce que, point n'est besoin de rappeler que des pays comme la Suisse, 70% de son personnel est issu justement du circuit, des différents circuits de formation professionnelle et que, au regard, loin d'ailleurs des préjugés, lorsqu'on regarde le ministère de la formation professionnelle, c'est un des ministères le plus importants lorsque vous regardez la masse des jeunes femmes et hommes qu'il faut former en République démocratique du Congo, au regard, au bien au-delà justement de la formation classique de l'école, de l'université, la formation professionnelle s'impose en véritable réponse pour des formations qui peuvent être certifiées, qui peuvent permettre très rapidement à des compatriotes d'apporter aussi leur part de contribution dans les combats collectifs. On va prendre les questions de M. Patrick Issot. Merci, Monsieur le Ministre, pour la parole nous accordée. C'est Patrick Issot pour le compte d'Over Pâturage Télévision. Mes questions s'adressent à Monsieur le Ministre de la Formation professionnelle. Lors d'un récent Conseil de ministres, Monsieur le Ministre, il a été évoqué la nécessité de revoir le cadre juridique de votre ministère, qui est la formation professionnelle, dans un dossier de réforme que vous avez vous-même présenté. Est-ce qu'on peut en connaître davantage? Pouvez-vous nous dire de quoi il est véritablement question? La deuxième question, Monsieur le Ministre, nous avons constaté que votre ministère collabore beaucoup plus avec les privés. Qu'en est-il des institutions de l'État aujourd'hui, quand nous parlons de la formation professionnelle? Qu'en est-il de la construction des infrastructures de l'État congolais? Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Patrick. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu là. Je suis heureux de te revoir. Nécessité, je dis, hein, il y a plusieurs réformes. Nous avons essayé de donner le maximum de nous-mêmes pour tant soit peu
donner du corps, donc créer une nette scission entre le ministère de l'EPSP et le ministère de la formation professionnelle. Et je crois que je suis en mesure de le dire en toute modestie. Vous suivez l'actualité, je crois que depuis mon avènement, il n'y a plus cette guerre-là entre l'EPSP et la formation professionnelle. Je crois qu'il n'y en a plus. Parce que justement, nous voulons vraiment tracer une nette distinguo entre les deux ministères. Et ça, il s'agit vraiment parmi tant d'autres réformes que nous avons entreprises. Le cadre des juristes a dit le cadre organique. Je disais à l'entame que le ministère héritait d'une malformation congénitale issue de la scission de deux ministères. Les amis qui sont venus de l'autre côté voulaient reproduire. Là-bas, vous avez l'inspection générale. Ici, il faut avoir l'inspection générale. Là-bas, vous avez des provèdes. Ici, il faut avoir des provèdes. Là-bas, vous avez des IPP. Ici, il faut avoir des IPP. Alors, nous, d'abord, nous voulons créer notre identité. C'est-à-dire avoir les appellations qui sont spécifiques à la formation professionnelle. Ce matin, je faisais une blague à mes provèdes. Je disais, mais si vous êtes deux provèdes en cours de chemin, un de l'EPSP et l'autre de la formation professionnelle, un Belge va donner 100 € à un provède. Il dit, provède qui va aller. C'est comme pour dire qu'il faut créer une nette distinction entre les deux ministères. Et aussi, insérer les directions qui font défaut. Aujourd'hui, à la demande du président de la République, il se tient déjà au niveau du ministère de la formation professionnelle l'épreuve nationale de fin d'études professionnelles, NFEP. Mais malheureusement, les statistiques ne sont pas là. Or, le ministère de la formation professionnelle, comme le disait Patrick, mais c'est le ministère qui doit être à la base du développement de ce pays. Dans notre pays, nous avons, par exemple, j'aime toujours le dire, nous sommes un scandale géologique. Moi, j'aime plus dire un scandale minier. Mais combien d'hommes de métiers de mine connaissez-vous, Patrick, grand journaliste que vous êtes? Il n'y en a pas. Dans notre pays, nous produisons la matière première, mais nous ne produisons pas la main-d'œuvre qui va avec. Et même quand le chef de l'État dit premier engagement, 6 millions d'emplois. Mais la base, c'est la formation professionnelle. C'est anormal dans notre pays. Nous avons des emplois réservés aux Congolais, alors des petits métiers, des métiers de chaudronnerie, de maçonnerie, de carrelage, mais que lorsque les Congolais vont se présenter dans ces sociétés multinationales, on leur dit que la compétence n'est pas là. Justement, il y a ce cadre-là qu'il faut défaut. Et le cadre qu'il faut défaut, essentiellement, c'est l'unicité des programmes. Aujourd'hui, chaque centre donne les programmes selon son concepteur, il donne la formation. Nous voulons travailler à l'unicité. Et surtout les cadres, je parlais de la norme. Vous entendez parler, on dit qu'il faut faire ceci selon la norme européenne, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas la norme congolaise. En République démocratique du Congo, j'aime toujours dire aux amis, aux collègues, que j'ai dit c'est moi le patron de tout le monde, parce que là, tel que nous sommes là, il n'y a que de la formation professionnelle. Les micros, l'estrade, les caméramens, les projecteurs, c'est la formation professionnelle. Mais quelle est la norme au Congo pour que nous disions, voilà, nous pouvons vous considérer comme un caméraman professionnel si vous respectez telle norme? Il n'y en a pas. Donc chacun, voilà pourquoi nous avons pensé la plus grande réforme, ou le plus grand aspect dans la réforme de ce cadre organique, c'est vraiment d'insérer le service de certification et puis de suivre les statistiques pour le placement. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons l'ONEM. Et l'ONEM, c'est un outil par excellence qui doit travailler avec le ministère de la formation professionnelle. Mais il y a cassure totale. Cassure totale. Donc, nous sommes en train de travailler sur ces questions-là pour que, donc, noter, en retenant, en résumé, que donc, leur cadre de certification, c'est ce qui fait défaut et nous devons le mettre en place. Et puis, vous avez pleinement raison. J'assume, je travaille avec les centres privés, les centres dits privés, parce que là, le président de la République, de la deuxième réunion du Conseil des ministres, nous a instruit avec les collègues, le secteur de l'éducation dans son ensemble, et sur l'éducation pour viabiliser le secteur. Mais le secteur de la formation professionnelle aujourd'hui, dans le cadre public, mais elle est presque, j'allais dire même presque inexistante. Les responsables sont là. Quand je pose la question, citez-moi les centres viables. Ils disent excellence et c'est acceptable. Vous parlez français. Viable et acceptable. Vous voyez la nuance. Ils sont là. Et donc, voilà pourquoi nous avons dit il faut encourager le privé, le public à migrer, à suivre le modèle des privés. Parce que là, vous avez des profils des formateurs indiqués, vous avez les cadres viables et vous avez le matériel, l'équipement. Et la formation professionnelle, vous le savez, c'est plus l'équipement. Moi, je ne peux pas former un caméraman en faisant le dessin puis ça s'arrête là. Non. Il
faut lui donner la caméra, pardon, et il voit tout ça, c'est ça, là. Et vous avez des centres de formation professionnelle, cette fois-là, chez Public. Auto-école, mais il n'y a pas un véhicule d'apprentissage, là. Donc nous sommes en train d'entamer ces réformes-là. J'ai initié des centres souterrains. On est en train d'identifier justement pour leur donner du contenu et leur donner, respecter la norme de formation, avoir les bons formateurs. Et je profite, vous avez dit le centre, justement. Voilà pourquoi nous avons même entamé cette grande politique de construction des centres de l'État. Parce que nous avons, excusez-moi, ces fiascos de la formation dans le secteur public, justement parce que l'État, j'ai dit, le ministère scindé, il fallait commencer. Je comprends, moi je salue l'ingéniosité de ceux qui avaient pensé qu'il fallait quand même que le ministère commence. Ils ont commencé comme ils pouvaient commencer, mais maintenant là il est temps de mettre de l'ordre et de nous rattraper. Et donc nous sommes en train d'exécuter un vaste programme du gouvernement, conçu par mon ministère bien entendu, pour d'abord la construction des grands instituts de formation professionnelle. Je disais chez tous nous ici, tout le monde dit centre de formation. Et pourtant, dans la formation professionnelle, il y a toute une catégorisation, une hiérarchisation des niveaux. Vous avez les centres d'apprentissage, les centres de formation, les académies. Maintenant, avec la réforme, parce qu'avec l'intelligence numérique, digitalisation, nous avons créé les centres professionnels et technologiques. Donc, nous devons avoir tout ce matériel-là pour suivre. Donc, il faut construire le matériel, les centres de l'État. Donc, nous devons construire les moyens aidants, 17 centres. 17, quand je dis instituts, c'est-à-dire les niveaux les plus élevés de la formation. Et nous avons sur papier à peu près déjà 39 centres de formation à construire. Et l'idée pour moi, c'est que les centres qui nous aident tant soit peu restent au niveau des centres d'apprentissage et les apprenants qui vont sortir de là vont monter pour parfaire leur effort. Voilà un peu ce que je peux vous dire rapidement sur ces sujets-là. Alors, on va prendre la prochaine question avec M. Marlon Kachamou et puis ce sera Patrick Lokala. Bonsoir. Mes deux petites questions sont adressées au ministre de la Communication et Médias. C'est en rapport avec le secrétaire d'État américain, Ronny Jackson, qui participait à une audition. Le congressman américain. Le congressman américain, le secrétaire américain. Donc, qui participait à une audition intitulée, j'ai lu l'intitulé de cette audition, « Métaux, minéraux et exploitation minière, comment les PCC alimentent les conflits et l'exploitation en Afrique ». Vous êtes ministre de la Communication et Médias, mais également porte-parole du gouvernement. Quels commentaires pouvez-vous faire? Parce que je suis sûr et certain que vous avez suivi religieusement ce qu'il a déclaré. Quel est votre commentaire? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est en rapport avec la tenue du concert des solidarités Congo prévu le 7 avril 2025 à Paris, qui est menacé, vous le savez, par les réseaux rwandais. Vous, Monsieur Patrick Mouyaya, comment réagissez-vous à cette situation? Parce que les Rwandais s'organisent même en dehors de leur pays pour contrecarrer tout ce que les Congolais font pour aboutir à des objectifs bien précis. Qu'est-ce que vous, à votre niveau, vous faites pour que nous, aussi Congolais, puissions contrecarrer cette menace des Rwandais? Merci. Alors, merci. Je veux commencer par la deuxième question. Vous avez vu, lorsqu'on a commencé cet exercice de redevabilité, on a parlé de Congolais Téléma. Et ici, moi, je voudrais plutôt saluer et féliciter nos artistes. Je ne voudrais pas considérer que c'est une réponse que nous avons lancée à la campagne Congolais Téléma, forcément, mais c'est une initiative qui montre dans le monde entier que les Congolais, comme nous aimons à les dire, peuvent s'élever et contribuer et se battre, contribuer à la fin de cette guerre avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils font. Et en l'occurrence, ici à la télévision nationale, nous avons régulièrement tous les samedis une tribune que nous organisons désormais pour les artistes qui apportent de leur voix pour que nous puissions, sur le plan culturel, utiliser la puissance de nos mots, la puissance de nos talents pour que nous puissions manifester notre soutien et notre solidarité à nos compatriotes qui sont directement affectés par les aventures rwandaises sur notre sol. Ça, c'est un premier point. Dans un deuxième point, il faut ici noter, d'après mes échanges avec, que ce soit avec Charles Dabou ou Elvis Adidiema,
qui sont derrière l'organisation de ces grands événements, il y a eu des concertations. Des concertations d'abord avec les artistes qui ne sont pas spécialement des artistes congolais, parce qu'on parle de noms comme Angélique Kidjo, qui veulent s'associer à cette initiative de solidarité et qui n'est pas du tout à politiser, des artistes qui veulent se mobiliser pour venir en soutien à un peuple meurtri. Donc vous voyez déjà que l'initiative, le fondement de l'initiative est louable. Mais ce qui politise justement cette idée qui ressort justement de l'initiative des artistes congolais, c'est l'attitude du Rwanda qui veut transformer un événement de solidarité en un événement politique. Nous, en République démocratique du Congo, nous ne sommes pas des négationnistes. Nous ne sommes pas des négationnistes parce que la peine qu'a connue les Rwandais à travers les génocides des Tutsis et des Hutus modérés est une peine que nous avons partagée depuis des années. Et je ne pense pas qu'il y a un seul pays au monde qui a payé le prix des conséquences de ces génocides comme la République démocratique du Congo. Parce que c'est depuis ces génocides que nous sommes rentrés dans un cycle permanent de violence qui, cette année, pourra totaliser 31 ans. Vous voyez donc que nous, on ne va pas aller dans une quelconque forme de comparaison, mais autant nous devons être solidaires au peuple rwandais qui a été à l'époque victime du génocide, qui en garde les stigmates, autant nous, Congolais, nous sommes dans l'obligation d'être solidaires. Et cette solidarité ne devrait pas être à géométrie variable pour de tels événements. Donc c'est malsain pour ceux qui, du côté du Rwanda, ont pensé qu'ils peuvent politiser un événement de cette nature. Et dans les dates, la date a été fixée, d'après ce qui m'a été dit, en fonction de la disponibilité des artistes. C'était la première date après la célébration du Ramadan, parce que certaines de nos stars sont musulmans, donc il faut respecter cette période. Et donc, vous voyez d'abord que tout ça doit être dit, et tout ça on doit un peu sortir le côté politicien à tout prix dans une initiative qui est citoyenne. Sur l'autre volet de votre question, le concert, il doit se tenir. C'est un concert de solidarité. Et je ne pense pas que les autorités françaises peuvent s'opposer à la tenue d'un concert de ce genre. Et donc, je sais qu'il y a, au moment où nous parlons, des discussions à la fois avec les organisateurs, notre ambassadeur et les autorités françaises, parce que justement, il y a une très mauvaise intention qui vient de l'autre côté, à l'idée des saboter ou de penser que son concert peut poser un problème de sécurité, parce que la sécurité doit être assurée par la République française. Ici, il faut considérer que le communiqué que nous avons vu de la mairie n'engage pas la France. Il ne faut pas oublier non plus que c'est la préfecture, parce que la mairie s'adressait à la préfecture. Je ne connais pas très bien exactement comment fonctionne l'administration de ce côté-là, mais il est évident qu'ici, c'est la préfecture, en fonction des éléments de sécurité, qui va apprécier et donner une décision. Mais pour nous, nous considérons que, d'abord, ce n'est pas forcément une question de date, parce que la date, pour en tout cas les organisateurs, n'était qu'une coïncidence, que les autres ont voulu politiser. Mais ici, la chose la plus importante, c'est les messages qui doivent être passés. C'est ces messages de mobilisation, d'unité, de voir nos stars rassemblés pour une cause qui nous réunit tous. J'ai lisé encore hier le communiqué du FONAREF qui appuie le projet. C'était un super moment parce que nous pensons que le levier culturel est un levier important. Ce serait un super moment pour le Congolais de pouvoir se retrouver. Alors, pour ce qui concerne les détails sur la date du 7 et tous les autres, je crois que nous serons très rapidement fixés par les organisateurs et nous pensons que, quoi qu'il en soit, ces concerts doivent se tenir parce qu'on ne peut pas empêcher aux Congolais qui sont partout mobilisés à travers le monde de s'exprimer en soutien aux Congolais qui sont touchés. Et il n'y a aucun État qui ne peut s'opposer à la tenue d'une activité comme celle-là. BTV 3 Infos Plus.
rien que la vérité.